ensuite, je vais faire un petit préalable sur le coût global. Alors, je vais tenter quelque chose. C'est de vous passer un petit film de 2 minutes, non, d'1 minute. Alors, j'espère que au niveau qualité, ça va passer. L'approche en coût global Voilà. a pour objectif de prendre en compte les coûts d'un projet de construction au-delà du simple investissement, en s'intéressant à l'exploitation, à la maintenance, au remplacement des équipements ou des matériaux, mais également à la déconstruction du bâtiment. Cette démarche est d'autant plus importante que l'on estime que, pour certains bâtiments, le coût d'investissement d'une opération ne représente que 25% du coût total, la différence survenant au cours de la vie du bâtiment. L'importance des choix réalisés au moment de la programmation, puis la conception, s'avère ainsi primordiale. L'approche en coût global consiste à évaluer l'impact des choix à l'échelle de plusieurs dizaines d'années en termes de coûts différés et d'impact sur l'environnement. En lien avec les données de la maquette numérique, le calcul en coût global permet l'étude dès les premières étapes du projet, faisabilité ou avant-projet, puis lorsque le projet est complètement défini en phase projet. L'analyse du cycle de vie vient compléter l'approche en coût global par le prisme de l'impact environnemental. Voilà, alors j'espère que, je ne sais pas, peut-être Sofiane peut me dire, mais j'espère que la vidéo était suffisamment fluide pour que vous puissiez comprendre. L'idée, c'est que dans le coût global, hein, on retrouve le coût d'investissement, l'exploitation, la maintenance, le remplacement, la déconstruction. Que ce coût global, on puisse le faire à plusieurs étapes du projet. C'est intéressant de pouvoir regarder l'évolution d'un coût global en fonction des choix qui peuvent être faits. Le coût global peut influencer les choix, mais on peut aussi observer les choix à travers le calcul du coût global. Et puis, ça me permet d'enchaîner sur quelque chose qui est quand même important, c'est que finalement, le coût global, c'est une discipline de l'économie. C'est-à-dire que en dehors de faire une formation au coût global, il y a un certain nombre de notions qui risquent de vous échapper. Donc, je vous encourage grandement à vous documenter ou à suivre les formations de l'INTEC. Je crois savoir qu'il y aura très prochainement un MOOC spécifique pour le coût global. Il faut juste dire que le coût global, c'est une norme. Donc le coût global, c'est pas un calcul qu'on fait dans un coin en disant j'ai fait un coût global. C'est d'ailleurs ce qui se passe assez souvent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je dirais que la notion de coût global a du mal à percer. C'est que finalement tout le monde y va de son petit coût global partiel sans respecter finalement les attendus de réflexion qu'il y a pu y avoir à travers la composition de la norme. Alors, ce document-là, qui est un résumé, vous sera aussi fourni dans le cadre des pièces jointes. Ce que je voulais vous montrer, c'est que on parle de périmètre du coût global. Donc, il y a plusieurs périmètres. Il y a un coût global étendu qui couvrirait l'ensemble. L'INTEC a choisi de faire un logiciel qui traite du coût global économique. En s'arrêtant au pointillé ici, sachant que les coûts environnementaux ne sont pour l'instant pas abordés de manière quantitative. Je vous montrerai dans l'exemple à la fin qu'on peut les aborder de manière qualitative, mais pour l'instant, il n'est pas question de quantitatif. Donc, coût global, on retrouve construction, exploitation, maintenance, fin de vie. Le logiciel a été développé pour pouvoir intégrer la partie revenu et puis des coûts qui s'appellent des externalités. Pour autant, je vous conseille, moi, dans un premier temps, pour avoir pour commencer à maîtriser les choses, de vous arrêter aux choses qui sont plutôt économiques, qui dépendent plutôt de notre activité. Après, il y a des choses qui débordent un petit peu. Mais le logiciel, je dirais que le permet puisqu'on a prévu ces éléments-là. Je voulais vous montrer aussi, alors je vous ai montré la nomenclature tout à l'heure de l'INTEC.
dans le coût global, il y a aussi un peu une nomenclature où on retrouve, alors, les revenus, les externalités, hein, c'est la même chose que le schéma. Voilà le coût global, la construction, l'exploitation, la maintenance, la fin de vie, avec différents thèmes qui doivent être abordés dans le cadre du coût global. Finalement, ce que la Tech a décidé de faire, c'est pour la construction, par exemple, pour le coût des travaux, c'est d'intégrer la méthode de présentation du coût des travaux dans cette nomenclature de coût global. De la même manière, on va retrouver cette nomenclature de travaux Intech dans la partie exploitation et on va aussi retrouver dans la partie maintenance. Voilà, c'est une forme de structuration des données qui permet finalement, en connaissant un élément, de pouvoir appréhender un certain nombre de notions. Voilà, dans cette norme, alors c'est le résumé de la norme, hein, je vous invite à le lire. Il y a une autre chose qui me paraissait intéressant. Voilà, juste pour rigoler, c'est la formule du coût global. Je dois dire que même si j'ai fait quelques études de mathématiques, celle-ci, je vous laisse calculer la fonction. On a à l'Intech fait quelque chose d'un petit peu plus, entre guillemets, pragmatique, même si on développe finalement sur un espace qui est plus important le calcul du coût global. Vous allez comprendre tout à l'heure. Hein, la feuille Excel qui permet au final d'avoir la vision du coût global est un petit peu plus large que cette équation. Une dernière chose qui est très importante pour moi, c'est finalement, alors attendez que je le retrouve, voilà, c'est ça, c'est le contenu d'un rapport d'analyse. Parce que finalement, faire un coût global, c'est une chose, pouvoir le présenter, c'en est une autre. Donc, ce que cherche à expliciter la norme, c'est que finalement, un rapport d'analyse de coût global, ça doit comporter un résumé, des objectifs et des domaines d'application, les solutions envisagées, des hypothèses, on y reviendra tout à l'heure, les contraintes et les risques identifiés, les variantes évaluées, voilà, et puis des commentaires sur l'interprétation. Donc finalement, un coût global, ça devrait avoir une forme qui reprendrait un petit peu toujours ces items-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire avant d'attaquer le logiciel? Alors ça, c'est le résumé de la norme, il vous sera fourni. Les notions, ah oui, je voulais juste aborder les notions entre guillemets principales. En coût global, on parle de temps. Donc la norme dit qu'au-delà de 100 ans, ça n'a pas trop de sens de faire des calculs, mais que on peut faire des calculs je dirais, de 5 à 99 ans. Il y a des tables de référence qui donnent la durée de vie des bâtiments. Donc, la durée de vie d'un bâtiment, ce n'est pas la durée de vie de ses constituants. C'est une chose un peu, c'est une notion qui est abordée en formation, donc le temps. Les coûts, donc on a des coûts qui sont des coûts d'investissement, on l'a vu, mais on a tous les coûts au cours de la vie du bâtiment. Une autre notion assez essentielle. Et puis, on a les coûts dans le temps. Alors, les coûts dans le temps, en fait, il faut voir que si on veut pouvoir raisonner d'une manière économique, entre guillemets, on utilise deux types de calculs qui rapportent la durée. On utilise l'inflation. Donc, l'inflation, tout le monde connaît la notion d'inflation, d'évolution des prix en fonction du temps. L'inflation, c'est pas de la déflation. Hein. L'inflation, on la considère toujours un peu. Alors, on verra ce que ça donne après les épisodes qu'on est en train de vivre. Mais en tous les cas, l'inflation, on la considère plutôt à la hausse tout le temps. Il y a une autre notion qui vient un peu contrebalancer cette hausse au cours du temps, c'est-à-dire que quelque chose qui vaut 100 aujourd'hui vaudrait 120 dans 20 ans. Pour pouvoir raisonner en coût actuel, on utilise une notion qui s'appelle l'actualisation, mais qui n'est pas l'actualisation qu'on connaît, nous, dans les marchés de travaux de bâtiment.
l'actualisation, c'est une notion économique qui donne la valeur de l'argent. C'est-à-dire qu'on considère que la valeur de l'argent dépensé aujourd'hui est plus importante que celle qu'on va dépenser dans 30 ans. Un calcul économique, hein, c'est une notion économique, et ça vient contrebalancer le calcul du coût global. Typiquement, c'est l'OCDE qui préconise, et je crois que le gouvernement aussi, préconise d'utiliser 2% d'inflation par an et une actualisation de 4%. Et rajoute, ça c'est dans la norme, je l'ai fermé trop vite. Je l'ai fermé trop vite, cette norme d'ailleurs, parce que ça c'était intéressant, on peut le regarder. Ou non, c'est un document d'application, peut-être bien. En fait, sur la valeur actualisée, il considère que les biens rares peuvent être actualisés à moins que le 4% recommandé. Ça traduit en fait le fait que typiquement les énergies, hein, quand on parle de biens rares, on parle d'énergie, pourraient connaître une hausse qui serait plus importante que les autres biens de consommation. Voilà, c'est une notion aussi une notion à prendre. On verra dans le logiciel comment c'est traité, et on verra l'application. On verra une application très graphique de cette notion-là tout à l'heure. Donc ensuite, il y a un travail qui est fait sur tous les postes d'entretien, maintenance et réflexion. Voilà. Et puis, je vais aborder une dernière notion. Alors, il est quelle heure? 10h21, j'ai fait trop long. Mais la dernière notion, c'est une notion, alors là, qui n'est pas du tout dans la norme. C'est plutôt une réflexion qu'on a eue avec les différents acteurs du travail sur le coût global à l'Intech, qui ne sont pas que des gens de l'Intech, il y avait des gens de l'extérieur aussi, des maîtres d'ouvrage, et notamment Qualitel, qui finalement nous a apporté un terme qui est le coût global relatif. Quand on fait un calcul de coût global, on a beaucoup, enfin, dans tous les calculs qu'on peut voir circuler à droite à gauche, on a souvent des coûts globaux qui sont un peu partiels, à savoir qu'on observe qu'une partie du bâtiment. Alors, on peut observer que la partie énergétique, on peut observer, et pour autant, on appelle ça coût global. Donc, on a un petit peu décidé de différencier les choses pour pouvoir rester sur quelque chose qui réponde à la norme. On parle de coût global de référence. Le coût global de référence, c'est celui dans lequel on va mettre tous les coûts suivant la norme. Et puis, on va parler de coût global relatif, parce que coût global partiel, c'était pas très heureux. Et c'est Cerkel à Qualitel là qui nous a apporté ce terme qu'on trouve plutôt. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous faites un coût global sur une partie des éléments, c'est vraiment d'employer ce terme-là de coût global relatif. Donc, voilà, c'était les notions que je voulais aborder. Maintenant, on va ouvrir le logiciel et puis on va voir comment ça se passe. Alors, comme je n'ai pas préparé les choses comme je voulais, il va me falloir juste quelques instants. Donc là, on est sur une fenêtre Internet qui va nous permettre d'ouvrir les logiciels de la suite méthode. On va prendre un nouveau projet. Alors, je vais juste démarrer les premières étapes d'un nouveau projet et puis après, je reprendrai un projet qui est déjà rempli parce que ça demande quand même d'indiquer un certain nombre de valeurs qui n'auraient pas de sens si on les faisait comme ça à la volée. Donc, Gestiona. Récupérer des informations automatiquement d'Estima. On va mettre non pour l'instant puisque la passerelle ne fonctionne pas. Mais globalement, comme je le disais, quand on avait mis la nomenclature de la méthode, elle se trouvait et dans Estima et dans Gestiona. Je pense que très rapidement, on va pouvoir passer les éléments de l'un à l'autre sans avoir de ressaisie à faire. Voilà, donc là, on est sur l'écran d'accueil. Donc, nom de l'opération, test web. Voilà.
Donc, on retrouve les notions de durée, donc taux d'inflation, taux d'actualisation, hein, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui sont remplis par défaut à 2 et 4. On a dit que éventuellement les biens rares pourraient avoir une actualisation différente ou une inflation différente. Bon, on va laisser 2 et 4. Pour l'instant, on va considérer que tout a les mêmes taux. Et puis, on va s'intéresser à la durée du coût global. On va mettre, alors je vais mettre volontairement 70. Voilà. Le mois, bon, les références à des index. Alors, les derniers connus, c'est comme dans Estima, ça doit être 11, 2019. Et ça peut être du 111, 111, 2 ou 103, j'ai plus en tête. L'indicatif du lieu de construction. Alors, ces éléments-là sont informatifs, hein, ils n'ont pas d'incidence sur les calculs. Voilà, on va prendre de la même manière dans la nomenclature Intec, vous avez différents types de bâtiments. Voilà, on va prendre suivant le type de bâtiment qu'on va choisir. En fait, le logiciel va nous proposer une durée, voilà, une durée indicative. Donc, bâtiment collectif, 70 ans. Ce qu'il faut, c'est faire correspondre les 2 années, mais celle-ci arrive après. Donc, on choisit. Là, c'est une proposition 70 ans. Alors, si on allait voir, est-ce qu'on peut précédent, est-ce que je peux choisir un autre? Oui, sans faire tout planter, parce que c'est vrai que parfois, si on va dans le scolaire, par exemple, voilà. Les lycées, on parle plutôt de 100 ans. Les CES, CET, on parle plutôt de 50. Les grandes écoles, ça, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre type de bâtiment? Bâtiment administratif. Bon, il y a un certain nombre de données par défaut qui sont données à titre indicatif. Donc, je vais repartir moi sur mon logement collectif, puisque c'est l'exemple qui est rempli après. Alors, une durée de vie, bah, je vais prendre celle qui est indiquée là, 70. Voilà. Et ensuite, là, alors, on est dans une partie feuille de données, c'est-à-dire qu'ici, on donne des informations un peu générales sur le projet qui vont être réutilisées ensuite dans le logiciel. Donc, des dimensions. Alors, c'est là que ça devient un petit peu moins marrant. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le projet qui est complété et puis comme ça, on pourra continuer et générer les résultats. Donc, je vais ouvrir un autre projet. Je vais prendre en exemple quelque chose dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui est en fait l'étude qu'on a fait dans le cadre du plan de transition numérique du bâtiment, qui était des logements collectifs à La Rochelle. Alors, je l'ai fait plusieurs fois, il faut juste que je sois sûr que je prenne le bon. Voilà, donc là, vous retrouvez bien sur du bâtiment collectif, 70 ans. Là, des dimensions qui sont les dimensions du projet. Alors, la surface utile, alors avec des petites coches quand on peut donner un petit peu d'indications pour renseigner les cases. Donc, on retrouve la surface des bâtiments, la surface des extérieurs, les volumes, les niveaux. Le logiciel de coût global, il ne va pas vous servir à faire le calcul du coût d'investissement. Le coût d'investissement, il a été fait au préalable dans Estima ou dans Anticipe. Voilà. Ensuite, la durée prévisionnelle du chantier, le coût des travaux. Donc voilà, si je mettais, en fait, on peut changer la répartition. Alors, oui, on indique je peux le faire ici d'ailleurs. Je vais dire ici que c'est 1 million. On a fait une petite, en fait, il y a des propositions par défaut de montant. C'est-à-dire qu'en rentrant juste le coût d'un bâtiment, on a une répartition des coûts de travaux suivant la nomenclature de la méthode Intec. Là, ceux qui ont déjà vu Estima, ils vont retrouver ces aimants-là.
Mais on peut très bien dire que finalement, le système porteur, c'est pas 200 000, mais c'est 300 000. Voilà. Et puis ça va compléter, ça va tout recalculer et ça va faire bouger le montant des travaux. Donc on était là sur 2 200 000, et puis on va laisser les valeurs par défaut. Voilà. Donc la saisie qui viendrait d'Estima, c'est en fait la récapitulation par grande fonction qu'il faudrait, si vous avez le détail, saisir dans cette partie-là. Si vous avez juste un détail par lot, vous allez retrouver aussi baie intérieure, c'est une menuiserie, cloison, c'est de l'eau cloison sèche, voilà, couverture, vous allez trouver l'étanchéité. Il n'y a pas de choses extraordinaires. Hein. Il n'y a pas l'obligation de passer par Estima pour pouvoir remplir ce tableau-là. Donc les travaux, ça c'est une donnée, on est toujours dans la feuille de données. On a ensuite des données d'occupation, donc on est dans des logements. Alors on a des heures d'éclairage par jour, des jours par semaine, des semaines par an. Quand on est dans un lycée, les données ne sont pas les mêmes, hein, c'est 5 jours sur 7, ou c'est voilà. On a des effectifs. Alors là, il y avait 30 logements, donc il y a 70 habitants. On a un taux de vacances. Alors, il y a un certain nombre. Il y a une autre chose que je voudrais aborder aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments, typiquement, qui ne peuvent pas être remplis de manière. Enfin, qui ne peuvent pas être remplis en dehors du contexte. Je m'entends. C'est que finalement, un coût global, ça se construit avec un maître d'ouvrage, puisqu'il va y avoir un certain nombre d'hypothèses à sortir, notamment des hypothèses d'entretien, à savoir que est-ce que le maître d'ouvrage va confier son entretien à des entreprises externes, auquel cas il aura des contrats, est-ce qu'il va faire intervenir sa régie, auquel cas il aura des coûts d'exploitation. Faire un coût global sans ces données-là, finalement, c'est quand même un petit peu. Alors, je sais bien que certains maîtres d'ouvrage peuvent demander, enfin, on la demande de faites-moi le coût global. Globalement, un coût global, ça commence par se discuter avec un maître d'ouvrage et il y a tout un tas d'hypothèses qu'il faut caler avec lui. Sinon, le coût global ex nihilo, pourquoi pas, hein, mais à mon avis, il sera certainement un peu il sera un peu bizarre. Donc, dans les autres données, il y a la restauration. Hein, on imagine qu'il va y avoir des consommations de gaz, d'électricité, des choses comme ça. Ensuite, on a une feuille une feuille de données de prix unitaire. Alors, il y a des valeurs par défaut qui sont proposées, mais par contre, il faut, pour l'électricité, voilà, faire si vous voulez vraiment vous approcher du coût global du bâtiment, il faut aller chercher dans les factures qui peuvent être disponibles chez le maître d'ouvrage, sur le site, dans la région, pour avoir des prix indicatifs. Je pense à l'eau potable, par exemple. Hein. On peut mettre une valeur par défaut de l'eau potable, mais globalement, elle est quand même différente partout. Donc, c'est intéressant de pouvoir la compléter ici. Ensuite, on rentre sur le projet. On va indiquer de quelle manière est fait le chauffage, de quelle manière est produite l'eau chaude sanitaire et de quelle manière sont gérées les énergies de cuisson. Et en fonction de ce qu'on indique, hein, on pourrait dire 50% en gaz naturel et puis voilà, 50% en réseau de chaleur. Hein. Et donc là, on aurait un prix d'euros en kilowattheure qui serait différent différent du fait qu'on indique simplement le gaz naturel. Ça va rentrer en jeu dans les calculs qui vont suivre. Donc là, on finit par le dernier onglet, qui est l'onglet foncier. Donc quand on parlait tout à l'heure du périmètre du coût global, typiquement, ça c'est un onglet qui permettrait de faire un coût global étendu. Pour l'instant, je vous conseillerais de rester plutôt sur le coût global économique tel qu'on peut le calculer, mais on a quand même prévu ces éléments-là pour ne pas être bloqué à l'avenir. Donc, une fois que cette feuille de données-là est remplie, hein, durée de vie, dimension, travaux, données d'occupation,
on va attaquer les fonctions, un peu de la même manière que dans Anticipe. On va attaquer les fonctions. Alors, ce n'est pas présenté de la même manière, je vais vous montrer ensuite, mais on va attaquer les fonctions du coût global. Alors, voilà. Donc, on n'est pas perdu, hein, pour ceux qui ont pu regarder les autres logiciels. On a des thèmes, on a des choses qui se déroulent, avec des indications quand on a des éléments qui sont remplis, hein, c'est vert, ça veut dire qu'on a des valeurs qui sont indiquées. Donc on retrouve la nomenclature du coût global qu'on a pu voir dans la norme. Voilà, j'aurais dit tout. Vous voyez, les frais financiers et les revenus, ça c'est plutôt pour et les externalités, c'est pour le coût global étendu. Mais on a donc notre partie investissement, donc qu'on a choisi de présenter comme étant la construction à proprement dit, les suggestions d'adaptation au site et les équipements spécialisés. On retrouve la nomenclature intègre. On a ensuite éventuellement des travaux sur existants et on attaque les coûts connexes. Donc c'est les coûts hors construction. Donc tout ce qui est coût d'investissement, travaux a été rempli dans la feuille de données qu'on a vue juste avant. Et après, on va s'attaquer à tout ce qu'il peut y avoir comme haute prestation. Par exemple, si on a une conduite d'opération externe, et on va mettre dedans, voilà, conduite d'opération externe, on retrouve notre montant de travaux, voilà, et puis on a par exemple 1% de... Et on décline toutes les possibilités toutes les missions qui peuvent exister. Alors, dans une opération, il n'y a pas tout, hein, donc il y a des choses qui sont clairement pas remplies. On peut rajouter des missions qui ne seraient pas listées. Et puis, on a un certain nombre de missions pour lesquelles on a des valeurs par défaut. Donc, on va les voir, on va dérouler, hein, on va dérouler une nomenclature. Donc là, on était dans les assistances à maîtrise d'ouvrage. Là, on passe dans les maîtrises d'œuvre. Alors, typiquement, s'il y a un concours, on donne le nombre de concurrents. Et puis, le calcul de l'indemnité de consultation prend en compte le nombre de concurrents moins 1. Et il y a une valeur par défaut qui est proposée. Alors, je ne sais plus si c'est celle-ci d'ailleurs. La valeur proposée par défaut correspond à une indemnité versée aux concurrents, un montant public-privé dont l'attribution est conditionnée la remise d'une prestation au sens de l'arrêté du 21 décembre 1993, 80% de l'élément. C'est-à-dire si on est sur esquisse, ça doit représenter quelque chose autour de 0,40. On a une mission de base. De la même manière, en fonction du montant du travaux, il y a une valeur par défaut qui est calculée, hein, sur la base des tableaux que vous devez tous connaître d'ailleurs, qui étaient dans la loi MOP et qui ont été actualisés. Voilà, dans les missions complémentaires, allez, s'il y a une mission d'exé, on va rajouter 2%. Et on décline toutes les missions comme ça, hein. Il faut suivre le guide pour... Voilà, de la même manière pour l'OPC, il y a une valeur par défaut qui est proposée en fonction du montant des travaux. Et puis tout à l'heure, dans la feuille de données, vous avez dû voir qu'il y avait une durée de travaux aussi. Donc la valeur de l'OPC est calculée comme ça. Bien sûr, ça peut être changé, hein, c'est pas... Il y a une proposition, mais ça peut être changé. L'idée, c'est qu'on ait indiqué un certain nombre de valeurs par défaut pour permettre au logiciel, en ayant saisi la feuille de données, de quasiment obtenir un coût global, voilà, un premier coût global tout de suite, avec toutes les réserves que je faisais sur le fait que s'il n'était pas vraiment adapté à l'opération, il n'avait pas vraiment de sens. Mais en tous les cas, je dirais que dès maintenant, on pourrait faire édition et obtenir une édition d'un coût global qui aurait de l'OPC, de la maîtrise d'œuvre et un certain nombre de choses par défaut. Voilà, on liste aussi un certain nombre de diagnostics qui seraient à faire avant le... Là, on est dans la conception, hein, dans la partie conception, donc on pourrait indiquer ces éléments-là. Des impôts, des taxes, d'aménagement, des assurances. Là aussi, on a une donnée par défaut d'assurance qui vient se compléter. Des raccordements, des dépenses d'aménagement. Bon, là,
dans la mesure où vous allez avoir des codes d'activation du logiciel, je vous invite à regarder toute la complétude, et ainsi de suite. Alors, ce que je vais faire, je vais juste vous en montrer deux parce que le temps passe vite. Fonction du projet. On va aller voir. Donc, on était dans les coûts connexes. Hein, et on va aller voir plutôt dans la partie exploitation. Typiquement, dans cela. Voilà. On peut avoir des contrôles périodiques réglementaires. Donc là, c'est 2500. On a ce que je voulais vous montrer, c'était la notion de périodicité. Le contrôle périodique de l'ascenseur, il est de 2500 tous les ans, en l'occurrence. Donc ça, c'est sur la partie exploitation. L'exploitation, on a toutes les consommations de chauffage, enfin de consommables, toutes. Hein. Donc l'eau potable, avec toujours la possibilité d'avoir des valeurs par défaut. Donc consommation moyenne de votre catégorie, 2241 mètres cubes par an, parce qu'on a déclaré qu'il y avait un certain nombre d'habitants. On peut avoir, donc là on voit le retour du prix au mètre cube qu'on a indiqué dans la page de données. On peut aussi décider de dire que finalement on connaît le montant pour une autre opération de 30 logements. Globalement, ça coûte 8 000 € à l'année. Ben, on tape le chiffre 8 000 €. Hein, et puis, on a une autre possibilité, c'est d'aller dans une petite feuille de calcul. Là, pour l'eau, c'est des indications. Hein, on dit qu'au logement, il faut 43 litres, 43 litres d'eau, il y a 31 occupants. Ici, il en faut en plus 28 par habitant. Voilà. Qui a 7 jours, 52 semaines. C'est des données qu'on avait. Et puis au final, on obtient un calcul de besoin d'eau. Alors celui qui était 5603, c'est celui qu'on avait indiqué ici. Voilà. Donc quand vous avez cette petite onglet calcul, c'est que vous avez une aide. Alors ces onglets-là, ils ont été faits avec les travaux qu'a réalisé l'Intec pendant une vingtaine d'années. Hein. C'est des groupes de travail qui se sont succédés, qui ont laissé des travaux sur des études de projets et dont on a fait des tables pour pouvoir indiquer des valeurs par défaut et des tables de calcul. Donc là, on était sur l'exploitation. Je vous montre une dernière partie qui est intéressante. C'est la partie remplacement des ouvrages. Parce que dans le coût global, il faut entretenir le bâtiment. Donc ça, c'est la partie exploitation, flux, énergie, consommation, maintenance. Donc dans la maintenance, on détaille plusieurs niveaux de maintenance. On détaille des grosses maintenances et des petites maintenances. Donc en fait, on a des réparations, remplacements. Voilà, c'est H3, H4. Réparation, remplacement ponctuel de composants. Donc on va les voir dans celui-ci. Puis on ira avoir dans H4 remplacement des principaux systèmes et composants. Alors là, typiquement, il n'y a rien de rempli. Okay. Donc finalement, ici, quand je vous disais qu'on retrouvait la nomenclature Intec, en fonction des montants qu'on a indiqués dans nos coûts d'investissement, pour les réparations, pour l'entretien courant des terrasses, par exemple, on peut prévoir 1% tous les ans. Voilà. Là, on est sur de la réparation d'une fuite, on est sur de la réparation. Et on peut faire ça, finalement, sur tous les équipements. Alors, pour le chauffage, ventilation, on peut dire, on n'a pas de montant par défaut, mais voilà, on peut donner des pourcentages d'entretien. Ça, c'est des choses qui doivent se faire avec le maître d'ouvrage, parce que ces données-là dépendent vraiment de leur façon de gérer les éléments. Et globalement, même si les données ne les ont pas comme ça en première, enfin, a priori, quand ils recherchent un petit peu dans leurs données, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir nous aider à remplir cette partie-là. Alors, le suivant, c'était celui-ci que je voulais vous montrer. Voilà. Donc là, remplacement des principaux systèmes. Donc on retrouve notre nomenclature Intec et on retourne par exemple sur l'étanchéité 38 000. En fait, là, le calcul, c'est de dire que c'est 115% tous les 20 ans.
Alors, sachant que les 15% vont servir à déposer le système et à le reconstruire, quoi. Donc, c'est pas 100% de l'investissement initial, mais plutôt 115% de l'investissement. On ne parle pas là d'actualisation de quoi que ce soit. On parle de l'investissement. C'est le logiciel qui traitera cette donnée après. On dit l'investissement de l'étanchéité, c'était 40 000 euros. Tous les 20 ans, il faut comprendre qu'il faut à peu près remettre 115% de ce composant. Alors, ici, vous avez aussi des propositions de valeur par défaut que vous pouvez éventuellement modifier. Et puis ici, vous avez des pourcentages de réflexion que vous pouvez aussi, modifier. Donc, bon, voilà, la partie logicielle, je pense que je vous ai montré. En tous les cas, ça va vous permettre de vous déplacer dans le logiciel assez simplement, puisque on a vu les trois façons de saisir des données. Je vous rappelle, hein, la feuille de données, avec les dimensions, les travaux, les unitaires et le foncier. Le foncier, vous n'êtes pas obligé de remplir, hein, ça pas de... les fonctions, feuille de données, les fonctions. Là, il faut passer dans tous les écrans pour indiquer ce qu'on a indiqué. Et puis ensuite, on va passer dans l'édition des résultats. Donc, dans l'édition des résultats, on a plusieurs éditions. On retrouve notre coût global de référence. Le logiciel a été choisi par Cercal pour pouvoir faire la certification NF Habitat. Donc, ils nous ont demandé de rajouter voilà, plusieurs types d'éditions, notamment des éditions qui permettent de comparer des systèmes. Et donc là, on parle de coût global relatif énergie, coût global relatif variante. Ça demande un petit peu d'explication à utiliser. Il faut copier-coller des onglets dans Excel, mais sinon la présentation est toujours la même. Donc on va aller sur le coût global de référence et on va demander générer l'édition. Alors, avec un peu de chance, ça ne va pas être trop long. Voilà, on a saisi tout notre coût global. Et là, on a notre fichier de calcul qui vient de se charger. Je le laisse un petit peu se stabiliser parce que comme j'ai et la connexion de GoToMeeting et la connexion de Internet du logiciel et le partage de l'écran, j'ai des délais qui sont parfois un peu conséquents. Donc on l'ouvre. Non, ça c'est la nomenclature Intech, mais ça va venir, voilà. Voilà notre coût global, notre fichier de coût global. Alors, si on y regarde bien, qu'on détaille tous les niveaux, alors, globalement, il fait 700 lignes. Hein. Voilà. Il fait 700 lignes et il fait 100 colonnes, un petit peu plus. Donc, on peut avoir tout le détail. Donc, on peut avoir... Alors, sinon, qu'est-ce qu'on voit d'abord? Je suis juste sur ce tableau-là. On a une première partie des données qui sont les données exportées depuis Gestiona. D'ailleurs, là, on retrouve nos taux d'actualisation, enfin d'inflation 2 et d'actualisation. Voilà. Le tableau rose fait en fait un calcul d'actualisation et d'inflation. Donc là, on a des données en euros courants, et là, on a des données en euros constants. Vous voyez d'ailleurs la différence entre les deux, hein, c'est le coût global en euros courants, en euros constants. Et puis ensuite, on a une partie verte qui, elle, correspond à la valeur résiduelle. Finalement, on a donné une valeur d'étude du projet, mais il se pourrait qu'on veuille comparer, par exemple, deux projets qui n'ont pas la même durée de vie. Pour ça, il faudrait qu'on puisse s'arrêter à l'année 15, par exemple, et dire qu'on réintègre dans chaque coût global la valeur résiduelle qui est ici. C'est-à-dire que deux projets complètement différents, finalement, on peut arriver même sur une durée plus courte que leur durée de vie complète, comparer les projets en réintégrant la valeur résiduelle. Donc,
euro courant, euro constant, et puis valeur résiduelle. Donc si on décline ça, on va retrouver 3. Donc on va retrouver, alors ça s'appelle estima, mais c'est le coût d'investissement, hein, c'est ici qu'il faut lire investissement. Donc la construction à proprement dit, des suggestions d'adaptation aussi. Les coûts connexes, hein, donc on a rempli nous tout à l'heure. Donc dans les coûts connexes, on a rempli une conduite d'opération interne, hein, j'avais dû mettre 1% 22, sur 2 millions 2, donc on retrouve bien nos 22%. Toute la partie investissement est dans l'année 0. Donc ça, c'est tous les coûts connexes. Et puis si on retourne dans la partie exploitation-maintenance, alors exploitation, est-ce qu'on avait changé une valeur tout à l'heure? Si on va retrouver notre appareil de levage là, donc lui on va bien lui retrouver, non c'est celui-ci, appareil élévateur, on va bien retrouver nos 2500 € par an, hein, sur nos 70 ans, si on va voir au bout. Hop là, non, ça s'est arrêté avant forcément, puisqu'on a dit que 70 ans. Voilà, ça s'arrête, le calcul s'arrête ici. En fait, la durée qu'on indique avant fait la borne, indique la borne de calcul du tableau. Alors la norme dit qu'on ne va pas au-delà de 100 ans, donc on n'a pas fait plus de 100 colonnes. Mais si on avait indiqué 50 ans de durée de vie, ben, le tableau se serait arrêté à la colonne 50. Donc on retourne au début. Voilà. Donc je vous disais que les 2500 ici sont des appareils élévateurs qu'on a indiqués tout à l'heure. Nos consommations de chauffage, d'éclairage, l'eau potable, c'est l'eau potable, voilà, ici, tout à l'heure l'exemple qu'on avait, là, les 5603 hein, par an. Et puis, on va retrouver nos maintenances. Donc là, l'idée d'être en euros courants, c'est de pouvoir vérifier un petit peu ces données, pouvoir éditer, dire... parce qu'on va regarder le tableau du dessous, qui est le tableau identique, mais qui, lui, va être mouliné avec tous les index d'inflation et d'actualisation, qui va, lui, donner le coût global. Alors, si on regarde tout à l'heure nos ossatures de toiture, couverture, charpente, les systèmes d'étanchéité, je crois que c'était tous les 20 ans. Donc, on va aller sur la colonne 20 et en colonne 21, vous avez la réflexion. En année 21, vous avez la réflexion de l'étanchéité. 44 000 alors qu'on avait 22 tout à l'heure. Non, peut-être pas. Je l'ai plus. Donc ça, c'est le premier tableau. Et on a le même tableau en euros courant, constant, courant, constant. Constant. Et si on retourne voir... Non, pas celui-ci. Si on retourne voir nos consommations d'eau, par exemple, c'est parce qu'on l'avait tout à l'heure, vous voyez que la consommation, le montant de consommation d'eau, finalement, eh ben, il est impacté par les coefficients qui sont ici. Voilà, on a le coefficient d'inflation et le coefficient d'actualisation. On pourrait les changer ici, mais je vous conseille plutôt de mettre les bons dans le logiciel. Voilà, puis après, on a le calcul. Bon, ça, je ne vous le montre pas parce que c'est encore un peu compliqué. Vous regarderez vous-même et je pense que là, ça mérite de passer par la case formation. Là, alors je vais vous montrer maintenant deux choses qu'on a fait à partir de ça. Et ça sera terminé. Ah, on aura dépassé un petit peu. Je vous laisserai la place aux questions. Donc, je vais vous montrer. Les travaux qu'on avait faits d'un coût global relatif dans le cadre de l'atelier de ligne virtuelle. Donc vous retrouvez le
contenu. Donc, on a, ah non, on n'a pas parlé des, une bêtise. Je reviens sur le fichier de coût global. On a parlé du premier onglet. Il y a un deuxième onglet dans lequel on a des graphiques. Voilà. Et il y a un onglet où on a un exemple de livrable. Donc, finalement, tout à l'heure, je vous parlais de l'aspect, du rendu que pouvait avoir un coût global. On a essayé de le faire rentrer sur 2 pages à 3. Voilà, en expliquant, alors si on reprend, le résumé, l'objectif et le domaine d'application, la solution envisagée, les hypothèses, les contraintes et risques identifiés. Alors ça, c'est des valeurs par défaut, hein, il faut bien sûr les changer pour chaque projet. Mais en tous les cas, c'est un exemple de synthèse qui est avec les fichiers ici. Et après, je vous montre le fichier sur lequel on a travaillé dans le cadre de l'IA coût global, dans le cadre du PTNB. Donc, on retrouve les mêmes tableaux. Donc là, on a un coût global de référence. On a fait un autre coût global qui est un coût global avec de l'énergie solaire. Donc finalement, on a complété avec des panneaux solaires. Voilà. On a ce même coût global sans les panneaux solaires. Voilà. Et puis, on a fait une synthèse de ça. Moi, je voulais juste vous montrer la synthèse. Et je vous montrerai le fichier synthèse qu'on a fait après. Ce que je voulais vous illustrer sur ce document-là, c'est que on parlait d'inflation et d'actualisation, et on disait que pour les produits rares, on pouvait ramener l'actualisation à 0. Donc là, vous avez une courbe qui compare une installation en coût global en rouge sans énergie solaire, hein, c'est notre troc logement, mais sans énergie solaire pour faire l'eau chaude sanitaire. La bleue, c'est celle où on met des panneaux solaires pour faire de l'eau chaude sanitaire. Donc on voit finalement que le coût global, il est plus élevé puisque l'investissement est plus élevé, mais que finalement, les courbes se rapprochent parce qu'on consomme forcément moins d'énergie pour produire l'énergie solaire, qu'au bout de 20 ans, on a remplacé nos panneaux et que voilà, on a un système d'escalier. Donc on va regarder juste ces deux courbes-là. Là, on est sur une hypothèse où l'inflation est de 2%, l'actualisation est de 4% pour tout. On voit quand même que finalement, alors c'est dans le cadre d'un projet précis, hein, ce n'est pas une règle générale, mais sur ce projet-là, l'analyse serait de dire, finalement, pour 14 000 € en coût global, on peut c'est l'écart qu'il y a entre un bâtiment avec une installation ou sans installation de panneaux solaires au bout de 20 ans. 14 000 € au bout de 20 ans, c'est vrai que c'est peu. Par contre, ça a généré une économie, alors ça c'est une autre donnée, hein, c'est l'économie d'énergie que ça a généré, donc une économie carbone, entre guillemets, hein, aussi, de 42 000 €. Ça, c'est les chiffres actualisés avec l'inflation. Donc le maître d'ouvrage, lui, au bout de 70 ans, il s'en fiche un peu, mais par contre, il se dit, ah ouais, en 20 ans, finalement, ça pourrait avoir un intérêt. Et ça pourrait avoir un intérêt, d'autant que si on change l'hypothèse de l'énergie qui augmente, alors on va raisonner de manière un peu absurde, mais on va raisonner à la marge. Donc on va mettre 0. Et finalement, on voit que ces deux courbes-là se croisent. Alors, ça veut dire que quand la bleue passe en dessous, hein, celle où on a des panneaux, ça veut dire que finalement, en coût global, on est plus efficace. Donc, quelque part, on peut dire que avec les deux hypothèses, dans la première, il y avait assez peu d'écart, et dans la deuxième, ça devient carrément intéressant. Donc, je dirais que la conclusion sur ce projet-là, sur ce thème-là, ça aurait pu être de dire, finalement, on vous conseille d'investir dans l'énergie solaire, vous allez faire des économies à vos locataires et d'une manière plus importante que l'investissement réel. Voilà. Et là, je vais vous montrer, pour terminer, et après on passe aux questions, je ne sais pas si j'aurais été complet, les deux fichiers PDF qu'on avait fait
pour ça. Voilà. Et je vais les commenter, je vais me permettre de les commenter 2 minutes. Donc là, on a l'étude globale, un exemple de livrable pour 30 logements en coût global de référence. On a vu qu'on avait des petites courbes, donc on a fait un profil finalement de l'opération. En bleu, c'est l'investissement. En rouge, c'est l'exploitation, l'entretien, maintenance. Et puis, on a dégagé en vert la partie énergie. Puisque le travail qu'on voulait faire, c'était un travail sur l'énergie solaire. Mais ça pourrait on pourrait présenter d'autres choses si on souhaitait. Donc, on rappelle les hypothèses, 70 ans. L'investissement, alors c'est pas le même que celui que j'avais dans le document, mais voilà. Si, oui. L'exploitation maintenance, la partie énergie et les hypothèses données suivant des données économiques, des données géométriques et des données de gestion, exploitation, maintenance. Données économiques, c'est parce que la partie estimation, investissement, c'est la partie économique. Les données géométriques, parce qu'on s'est attaché à prendre en compte des volumes qui sont des volumes exacts du bâtiment, et puis des données de gestion, d'exploitation, de maintenance. Ça, c'est ce qui appartient au maître d'ouvrage, enfin, ce que détient le maître d'ouvrage, je veux dire, comme information. On a identifié des contraintes et des risques. Donc, la durée de vie des systèmes, c'est évidemment, si on dit que l'étanchéité, c'est 15 ans, on n'obtient pas le même coût global que si on dit que c'est 20 ans. Donc, c'est un risque dans le calcul. Et puis, un autre qui est le coût de l'énergie. En prenant comme hypothèse que les énergies fossiles pourraient évoluer à la hausse. Et puis, on a choisi des variantes à évaluer. Le coût global de référence servira de base à l'étude de coût global relatif pour étudier du sanitaire. Et puis, il y avait deux autres thèmes qui étaient des systèmes de façade et puis des systèmes de finition. Donc là, voilà. Et puis, on a donné nos hypothèses, hein, en disant qu'attention, l'interprétation des résultats, elle est différente suivant qu'on change les hypothèses. Et on a illustré, finalement, ça c'est sur le coût global, c'est intéressant, c'est sur le coût global de référence. Quand on change le coût des énergies fossiles, on voit la part, ça c'est la base, hein, 2,4. Et puis là, c'est 2,4, mais 0 pour les énergies. Et là, on voit la part de l'énergie dans le coût global, qui passe à 23%. Vous ne pouvez pas le voir parce que c'est trop petit. Voilà. Et on compare nos deux résultats. Hein. On voit que, comme l'actualisation est plus basse, on voit que la part d'énergie prend plus de place. Alors, si on regarde en valeur absolue, on se rend compte que, si on l'a, la donnée de valeur absolue, pour être complètement exact, il faudrait faire grossir les ronds pour pouvoir avoir une comparaison entre les deux. Voilà. Et puis, là, on remet un résumé on parlait de planning de maintenance et de remplacement. On a la possibilité de ne pas faire apparaître toutes les années, parce que 100 colonnes, ça ne tient pas sur une feuille A3. Donc, on s'est dit, tiens, le quinquennat, c'est peut-être une échelle qui est intéressante. Et puis, ça évite de dire que l'année 11, il faut faire tel type de travaux, mais on dit plutôt qu'entre l'année 10 et l'année 15, il faut faire tel type de travaux. Et que ça va coûter tel coût. Alors, vous voyez, quand quinquennat 4, on est aux 20 ans. Aux 20 ans, on a dit qu'on remplaçait des étanchéités, des choses comme ça. On voit que ce montant-là est plus important. Voilà, en termes on a aussi un profil de répartition des dépenses. Hein, c'est le tableau qui est au-dessus. Hein. Voilà. Et puis une analyse, voilà, dit que la conclusion, c'est que ça va servir au coût global des systèmes solaires. Et donc, on a fait après le coût global relatif. Donc là, on n'est plus dans le coût global. Et là, on a refait notre exemple de livrable en présentant le profil de notre solution, mais là, que sous l'angle de la partie solaire, enfin chauffage, eau chaude sanitaire. Voilà. Et on redonne les hypothèses. Donc là, on voit un profil où on n'a pas de panneau solaire, hein. On a de l'investissement et puis de la consommation. Et puis là, on a un profil où on a de l'énergie solaire.
où on a de l'investissement, de l'entretien des panneaux solaires et de la consommation pour notre eau chaude sanitaire. Voilà. Et puis, donc, ça, c'était les schémas que je vous ai montrés tout à l'heure, hein. Vous aurez ça ça accompagnera les fichiers joints, là, comme ça vous permettra de regarder un peu plus en détail. C'est pour illustrer, il n'est pas question de dire des vérités, hein. C'est pour illustrer, en tous les cas, le propos que j'ai eu aujourd'hui. Et puis, alors, je vous parlais de critères qualitatifs. Voilà, on n'a pas quantifié, on n'a pas fait le coût global sur l'impact environnemental, mais par contre, on a essayé de dire avec des plus et des moins quel était l'intérêt des deux solutions. Alors, vous lirez vous verrez si vous comprenez l'impact, hein. Globalement, sans solaire, on peut dire qu'au niveau environnemental, on a mis 2 moins. Au niveau de l'impact social, on a mis 2 moins parce que finalement, le solaire servait aussi à faire des économies aux, aux- aux locataires. Donc au final, on comptabilise 4 moins. Et avec du solaire, on en comptabilise qu'un. Donc on pourrait dire qu'à l'issue du coût global, la solution d'envisager la proposition d'envisager du solaire thermique, ça peut être légitime sur cette opération-là. Voilà, donc vous lirez ça. Donc moi j'ai terminé. C'était très rapide, j'ai plein de choses d'autres à dire, mais si vous avez des questions, je vous écoute. Alors, très bien. Donc, nous avons enregistré toutes les questions. Évidemment, d'autres questions arriveront au fil de l'eau. Je propose qu'on se donne peut-être voilà, encore 15-20 minutes pour continuer justement ces questions-réponses. Donc, première question posée par Marc Guillet. Y a-t-il un formulaire de questionnement type des maîtres d'ouvrage? Oui, il y en a un. Il est pas je ne crois pas qu'il soit encore mis dans le. Il a pas été mis. Il y en a un. Il y en a un. Je peux vous montrer. Il y en a un. Il faut le demander. Il faut le demander. Ouais. Et ben, forcément, parce que c'est la première des choses à faire. Donc, il faut arriver avec un listing et puis dire cette donnée-là, c'est l'économiste qui va la donner, hein, par exemple la caractéristique économique d'investissement. La donnée d'entretien maintenance, ben, c'est une discussion avec le maître d'ouvrage. Et là, on lui fournit le questionnaire et puis lui, il va chercher après. Donc, il y a un questionnaire. Alors, deuxième question du coup de David Tavian. Y a-t-il beaucoup de valeurs théoriques qui alimentent ces données? Comment pouvons-nous assurer de la fiabilité des résultats? Ce logiciel est-il reconnu par un organisme officiel? Alors, il n'y a pas de logiciel de coût global, pour être très clair. Le logiciel, il n'est pas certifié. Par contre, il a été construit en suivant la norme de coût global, ce qui est déjà beaucoup. Ensuite, il a été montré dans le cadre d'expérimentation. Je vous ai parlé du PTNB, enfin, c'est l'exemple que j'ai pris, tous les documents que je vous ai montrés sortent du plan de transition numérique du bâtiment, où en fait on avait fait une étude entre le BIM et le coût global, pour être complet. Ça s'appelait, je peux même vous montrer quelque chose, parce que j'ai pas eu le temps d'en parler. Atelier BIM virtuel, BIM et coût global. Donc, il y a eu une équipe de personnes qui ont travaillé sur ce sujet-là et ça a été présenté devant toutes les organisations professionnelles de la filière bâtiment. Il y avait 90 organisations à peu près, hein. Et puis, on a travaillé avec Cercal. Alors, Cercal, il n'a pas certifié le logiciel, mais par contre, il a dit, bah, c'est le seul outil qui me paraît intéressant pour faire des calculs dans le cadre d'une certification de logement. Lui, ce qui l'intéresse, c'était le logement. Donc, atelier BIM virtuel, hein, ça a duré à peu près 6 mois, hein. En gros, il y a eu une phase de formation, une phase pour les données initiales. On a ensuite établi un coût global de référence et puis on a fait nos scénarios. Là, vous retrouvez les mêmes. Et puis après, avec les 90 organisations professionnelles, on a discuté de ce que ça pouvait, de ce que ça disait, en gros. Sachant qu'il y avait un angle BIM qui était aussi recherché, hein. L'idée, c'était de qualifier une maquette avec la nomenclature de l'INTEC.
récupérer les données d'investissement dans le logiciel Gestiona, et puis ensuite faire des... En fait, quand on parle de coût global, on parle d'analyse de risque. Voilà. Donc, il n'y a pas de certification du logiciel. Pour autant, vous pouvez en chercher d'autres. Hein. Ça m'intéresse, moi, je prends. Ensuite, question de Loïc Leroux. Comment estimer les frais de maintenance technique dans le cas d'un programme pour la construction d'un bâtiment? Entre parenthèses, absence de facture. Faut chercher les analogies. Moi, j'ai pas. Alors, quand vous êtes typiquement quand vous êtes un bailleur social, les analogies, il y en a tout un tas. Donc, les organismes HLM, ils étudient l'évolution du coût de maintenance de leur bâtiment, hein, puisque ça rentre dans leur plan prévisionnel de financement. Donc, ils ont ces données-là, donc par analogie. Après, quand vous êtes sur un bâtiment unique, ben là, il faut plus chercher, il faut plus chercher des références, c'est plus compliqué. Dans le cadre de promotion immobilière, le coût global ne sera pas forcément demandé parce que finalement, le bâtiment il est construit, il est vendu. Il est rarement exploité par le promoteur. Les quelques promoteurs qui exploitent leurs bâtiments pourraient être intéressés, auquel cas, s'ils exploitent des bâtiments, ils auront déjà des données. On ne peut pas les inventer, les données. Je pense qu'on peut se mettre un certain nombre d'hypothèses. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est de se mettre autour de la table et puis de poser les hypothèses en accord avec le maître d'ouvrage. Hein. Poser les hypothèses, ça fait partie de la norme de calcul du coût global. L'idée encore, c'est de faire une référence, un coût global de référence, d'essayer de le suivre au long des étapes, hein, conception, réalisation, et puis pourquoi pas 10 ans après la réalisation, pour voir si les choses étaient correctement évaluées. Voilà, l'objectif, c'est d'apporter et puis une fois qu'on a la référence, c'est de pouvoir travailler sur des thèmes particuliers, mais en se servant toujours de la même référence. Donc finalement, même si la référence est entre guillemets pas exacte, ben on arrive quand même à faire des comparaisons entre différents systèmes et différents. Alors si les hypothèses sont farfelues, ça ne marchera pas. Mais c'est pour ça qu'on est tous de très bons économistes. Question de Mike Copin. Quel est l'engagement de l'AMO sur une telle étude? Comment se protéger juridiquement vis-à-vis du MOA? En posant toutes les hypothèses, soit avec lui ou en lui portant à connaissance les hypothèses. Puisque finalement, il faut qu'il les partage. Moi, quand quelqu'un demande un coût global, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Derrière la tête, c'est de pouvoir un maître d'ouvrage. On avait des maîtres d'ouvrage dans le groupe de travail là, qui a servi à monter ce logiciel. Et finalement, les maîtres d'ouvrage, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des ordres de grandeur d'entretien, maintenance et d'investissement sur une dizaine d'années. 70 ans, ça ne les intéresse pas forcément, mais une dizaine d'années, ça les intéresse. Voilà, donc il faut poser des hypothèses avec eux et quand ils ont compris le mécanisme des hypothèses, ils savent quoi faire du coût global. Un coût global tout seul, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Il faut derrière dire pourquoi on l'a fait. Quoi. Donc se garantir, se garantir, c'est juste la transparence qui permet de se garantir finalement. Et de partager les points de vue. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a peut-être d'autres réponses. Très bien. Prochaine question par Monsieur Chérami, Intexcentre. Si on veut comparer plusieurs variantes en coût global, faut-il créer un projet par variante? Alors, plusieurs solutions. A priori, oui. On peut faire, soit on fait plusieurs projets. Moi, c'est ce que je conseille, c'est plus simple.
Et on utilise finalement, alors on utilise pour ça, on s'est dit qu'on utilisait, on peut utiliser cette partie-là. Alors ça s'appelle coût global relatif énergie, mais on peut l'utiliser pour toutes les variantes. Il faut d'abord sortir un coût de référence. Il y a un projet, et à mon avis, celui-ci, il faut se le garder un peu au chaud sans trop bidouiller dedans. Puis ensuite, il faut le dupliquer pour pouvoir faire les coûts globaux relatifs. Et il y a une édition qui s'appelle Variante, qui permet de générer qu'un seul onglet, qui est l'onglet de calcul. Tout à l'heure, je vous ai montré un fichier où il y avait tout un tas d'onglets. En fait, on s'est servi de ça pour générer tous ces onglets. Donc plutôt, a priori, oui, j'ai dupliqué l'opération et changer les valeurs dedans et éditer les deux fichiers Excel pour les comparer. Alors, question suivante de Jennifer. Le fichier Excel est-il modifiable ou est-ce qu'il faut recréer un nouveau fichier? Non, on peut tout faire à la main, c'est dangereux. Mais on peut tout faire à la main. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'en avais un. Il faut juste faire attention que finalement les éléments qui sont pris dans ce tableau-là sont reportés dans celui-là et dans celui-là. Donc voilà, faut y aller très doucement. On peut supprimer un chiffre, remplacer un chiffre. Il faut éviter de déplacer des choses parce que là, si vous déplacez quelque chose, il y a de grandes chances pour qu'il y ait beaucoup de choses, beaucoup de calculs qui soient cassés. Donc, mais typiquement, allez, si je rajoute, je vais le faire. Hein. Je vous le conseille pas, hein, mais si vous voulez rajouter un mandat de, alors on va mettre 1 million. Tac. Ben le fichier, dans ce fichier-là, vous allez vous retrouver dans les coûts connexes. Vous retrouvez 1 million 22. Voilà. Non, 1 million. Là, il est là. Et de la même manière, pour des choses d'entretien maintenance, il faut faire attention à. Bon, il y a une logique à respecter. Cette logique-là, elle peut être. Il me semble qu'elle est expliquée en formation, mais bon, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Si vous voulez changer, si vous, a priori, on ne change des choses que dans le premier tableau, dans le bleu. Là. Et après, les autres permettent de recalculer. Mais par contre, il ne faut pas déplacer. Donc le fichier Excel il est dynamique. Alors il est surtout dynamique dans les graphiques par exemple, parce que nous on a fait certains graphiques, mais on peut très bien imaginer aller chercher d'autres valeurs pour montrer d'autres choses. Donc là, au contraire, il faut aller, on peut tout à fait regrouper les choses. Et puis celui-ci, bah oui, il faut le changer puisque là, ce sont des valeurs par exemple. Voilà. Merci Christophe. Nous avons une autre question de Monsieur Le Roscoe. Les comparatifs ont-ils déjà été faits entre la réhabilitation d'un bâti existant et la construction d'un bâtiment neuf? Les MOA se posent de plus en plus la question de la démolition ou réhabilitation. Dans ce cas, cet outil pourrait être intéressant. Ah bah oui, bien sûr. On cherche des mains pour le faire. On cherche des mains et des opérations types. Après, c'est ce qui intéresse, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Les groupes de travail sur ces choses-là, c'est des économistes. Hein. Moi, je suis un économiste comme vous tous. C'est des bonnes volontés qui se mettent autour de la table, qui regardent un sujet et puis qui disent bah, tiens, on creuse le sujet, mais on ne le fait pas tout seul, on le fait de manière collégiale, parce que de manière collégiale, bah, on pense à plus de choses. C'est le principe. Mais par contre, la demande particulière n'a pas été faite à l'Intec, puisque personne n'a émis cette volonté-là. Moi, je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple sur la suite logicielle. Hein. On avait une idée qui est en grisé ici, qui s'appelait ACV. L'idée, c'était de dire si on mettait un poids carbone sur tous les éléments de la nomenclature Intec, bah, finalement, peut-être qu'on pourrait arriver à sortir le poids carbone
on fait notre estimation et on sort en parallèle le poids carbone. De la même manière qu'on fait notre estimation et on peut intégrer ça dans un coût global. Et ben ça fait une idée, mais pour l'instant, il y a eu 2 groupes de travail et puis on s'est retrouvé à 3. Donc on a dit ben non, à 3 on va pas y arriver. Donc on a lancé le truc, ça existe. Peut-être qu'un jour quelqu'un reprendra le flambeau. Voilà tout ce que je peux vous dire. Mais si ça vous intéresse, en tous les cas, faut vous manifester et puis essayer de trouver quelques autres personnes. Hein. On lance régulièrement des appels à participation à différents travaux. D'ailleurs, pour ceux qui sont loin, sachez que ça peut se faire à la fois en présentiel, mais qu'on fait de plus en plus de choses en visioconférence, comme ça évite de déplacer tout le monde pour une après-midi de travail ou une journée de travail. Alors, autre question de Baptiste Olivier, CB Économie. D'où proviennent les taux implémentés pour l'inflation et l'actualisation? Alors, c'est des références qui sont données par le gouvernement, et puis je pense que ça reprend des choses de l'OCDE. Alors, je ne vous cacherai pas qu'avec la période qu'on est en train de vivre, peut-être que ces taux-là, ils vont être amenés à bouger. Mais c'était des recommandations. Alors, c'est dans le résumé de la norme. Vous lirez le résumé de la norme et vous devriez tomber sur les 2 et 4%. Il y a un autre document aussi qui vous sera joint. C'est une fiche coût global du CEREMA à laquelle on a participé, enfin l'INTEC a participé à la relecture. Et je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'on retrouve ces 2 et 4%. Là, on retrouve les schémas de la norme. Prendre en compte l'évolution des prix. Alors, prendre en compte l'évolution des prix, prix courant, prix constant. Est-ce qu'ils sont nommés là? Bon, enfin, on les retrouve, c'est des données publiques, des recommandations publiques. Nous avons une autre question de M. Le Roscoe. A-t-il été envisagé d'y intégrer des paramètres tels que bilan carbone, énergie grise, au-delà du simple coût financier? Toujours dans cette idée d'une comparaison entre construction neuve et réhabilitation. Bah, oui, ça peut être envisagé, mais avant d'intégrer le coût carbone, il va falloir le calculer. Et c'était un peu l'idée de ça. Donc oui, il y a l'idée, mais après il faut des mains et des têtes pour monter les choses. Donc le choix qui a été plutôt un choix, je dirais, pour arriver à sortir quelque chose, parce que le coût global, il faut quand même considérer qu'on en parle à l'INTEC depuis 30 ans. Et que finalement, il y a eu pas mal d'études, mais qu'on n'avait pas réussi à se mettre autour de tous ensemble pour finaliser quelque chose. On a préféré serrer les choses à ce qu'on maîtrisait vraiment, quoi. À savoir la partie économique. Mais bien sûr, carbone, il faudrait que ça soit dedans. Alors, question de Lionel. Est-ce qu'il y a une base de référencement concernant le taux d'une telle mission pour un maître d'ouvrage? Non. Faut imaginer du temps passé. Faut imaginer du temps passé. Il y a une partie récolte des données qui est du temps passé. Il y a une partie saisie du coût global qui est du temps passé. Et il y a une partie après, en fonction des choses qui veulent être étudiées à partir de ce coût global, eh ben, il y a encore du temps passé. Non, il n'y a pas de. Alors, certains maîtres d'ouvrage aimeraient bien que ça soit gratuit. Hein, ben, à la limite, je serais tenté de dire d'une manière un peu polémique que ils en auront pour leur argent. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, vous pouvez faire un coût global avec un outil comme ça. Après, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Mais j'ai, moi, connu un maître d'ouvrage qui voulait son calcul de coût global, qui n'a jamais regardé, mais qui voulait son calcul de coût global. Bon. Et qui le voulait pas cher en plus.
forcément. Dernière question de Monsieur Donadé. Il y a beaucoup de saisies à faire. Est-ce qu'on peut avoir la durée moyenne d'une étude en coût global sur Gestiona? Bonne question. Si vous avez les éléments économiques en amont, puisque on va pas dire, il faut quand même avoir les éléments d'estimation. Je pense qu'en saisie sur le logiciel, je pense qu'entre une demi-journée et une journée, vous arrivez à avoir quelque chose qui est correct. Encore une fois, il faut quand même avoir tout un tas de données en amont. Mais une demi-journée, ça paraît jouable. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas non plus 2500 fonctions. Hein. Où est-ce que je peux voir ça là? Je peux voir ça. Il y a 350, un peu moins de 350 items. Ouah, sachant qu'il y en a beaucoup les principales sont remplies par défaut. Il y en a certaines qui peuvent être ajustées, et puis il y en a d'autres. Voilà, le pourcentage de maîtrise d'œuvre, soit vous mettez la valeur par défaut, soit vous dites, non, ce maître d'ouvrage-là, il traite à 6% ou à 18%. Estimer le temps de ça, je ne sais pas. Merci beaucoup Christophe pour ta démonstration. Là, je vais juste rapidement repasser en présentateur et présenter les prochaines étapes suite à cette démonstration, c'est-à-dire les éléments que nous allons tous les éléments que nous allons vous transmettre, évidemment à l'issue de ce webinaire. Eh bien, bon courage à tous. Merci beaucoup Christophe. Alors, prochaine étape sur cette belle démonstration qui a été faite par Christophe, c'est que nous allons vous transmettre évidemment, comme il a été convenu, vos identifiants et mots de passe pour accéder à Gestiona, puisqu'adhérent Tech, la promesse était évidemment de vous offrir ce logiciel de gestion du coût global. Ça, c'est la première étape. Évidemment, à l'intérieur, nous inclurons aussi les pièces nécessaires de présentation qu'a illustré Christophe Marais pendant toute la matinée. Évidemment, on fera comme nous l'avons fait avec Estima Anticipe, c'est-à-dire que nous vous enverrons cela par lot de mail dédié, avec évidemment aussi l'opportunité d'avoir le replay du webinaire de ce matin. Donc un grand merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup à Christophe d'avoir fait la démonstration de Gestiona. Merci à Charline et nous vous souhaitons une belle et heureuse journée. Et on vous dit à très très vite pour les prochains événements que nous organisons Tech Service pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée.